Un papillon vit entre 3 et 4 semaines, 30 jours tout au plus. Il n'a pas conscience d'être éphémère. Il ne se demande pas ce qu'il laissera derrière lui. Il vole, existe, et c'est tout. Au regard de votre existence, ces 30 petits jours de vie ne représentent qu'un battement de cils. Si ce papillon venait à disparaître sous vos yeux, que ressentiriez-vous? Honnêtement, probablement pas grand-chose, peut-être même rien du tout. C'est exactement comme ça que Frieren, l'elfe millénaire, nous observe, d'un œil distant, depuis un monde où la magie et les dragons existent. Un monde déjà débarrassé de son ultime menace puisque le roi démon est mort, vaincu par le héros Himmel, aux côtés du prêtre Eiter, du nain Izen et de Frieren. L'avènement d'une quête longue de 10 ans, le voyage d'une vie pour certains, une parenthèse pour Frieren. La paix rétablie, les festivités battent leur plein. Une nouvelle ère débute, saluée par une pluie de météores. Et c'est sans un regard en arrière que l'elfe quitte ses compagnons d'armes. 50 ans plus tard, elle reparaît dans une cité qu'elle reconnaît à peine, devant Himmel devenu un vieillard. Une ultime aventure partagée, et le héros s'éteint. Frieren ne réagit pas. Devant son visage impassible, les villageois s'insurgent. Comment peut-elle rester de marbre ? L'elfe fond en larmes. Ce ne sont pas les attaques des villageois qui la blessent, pas même la mort d'Himmel. C'est la prise de conscience d'une réalité brutale. Elle ne connaissait presque rien de lui. Ses doutes, ses craintes, que pensait-il sous cette pluie étoilée? Elle était là, mais elle regardait ailleurs. Elle qui croyait avoir tout le temps du monde, ne l'a finalement jamais pris. C'est ici que commence le véritable voyage de Frieren. Pas par une victoire triomphante contre un démon, mais par une défaite amère face à un ennemi invisible. Un ennemi qui ne lutte pas, mais blesse en silence. Dans Soso no Frieren, c'est la paix qui domine. De fait, les combats sont rares. Et lorsqu'ils éclatent, ils ne cherchent pas le spectaculaire. Ils sont rapides, presque froids. Comme si les confrontations n'étaient là que pour rappeler une chose, Frieren n'est pas en danger. Du moins pas face à des ennemis de chair et de sang. Qu'ils soient démons ou dragons, Frieren ne tremble pas. Les démons, justement, me semblent particulièrement intéressants. Leur apparence est semblable à celle des humains. Ils s'expriment comme eux, implorent comme eux, mais sont incapables de sentiments. Pour eux, le langage émotionnel est un outil, une technique de chasse, un moyen de survie. Himmel l'a appris à ses dépens. Devant la figure tremblante d'une jeune démone appelant sa mère, il ne voit qu'une petite fille innocente. Impossible pour le héros de détourner le regard. La fillette est recueillie sous le toit du chef de village, nourrie, protégée, aimée, jusqu'au jour où elle abat froidement l'homme qui lui avait tendu la main. Dans un dernier souffle, elle avoue, maman n'était qu'un mot magique, une stratégie pour exploiter la pitié humaine. Les démons ne changent pas, ils imitent, ils s'adaptent, mais leur nature reste figée. Et c'est là que le parallèle devient troublant. Avant la perte d'Himmel, Frieren fait presque l'inverse. Elle ressent, mais elle reste stoïque, comme si ses émotions n'avaient pas d'importance. Les démons sont dépourvus d'empathie, Frieren était détachée de la sienne. C'est ce qui rend la confrontation avec Aura si marquante. Aura aussi a vécu longtemps, Aura aussi a accumulé du pouvoir. Sa magie est basée sur la domination, sur l'écrasement des plus faibles. Elle est convaincue que le temps l'a rendue supérieure. Tandis que Frieren dissimule sa puissance depuis des décennies. Elle a observé, accumulé du mana, affiné sa maîtrise, tout ça au contact des humains. Notamment de Flammé, sa mentor, celle qui lui a enseigné à dissimuler humblement sa puissance. Le véritable affrontement n'est pas magique, il est symbolique. Aura incarne la stagnation, puissante oui, mais immuable. Frieren de son côté a changé. Elle ne se bat plus seulement pour vaincre, elle se bat pour protéger ce qu'elle a compris trop tard. En écrasant Aura, elle ne vainc pas seulement un démon, elle se prouve une chose essentielle, elle n'est plus celle qu'elle était. J'insiste depuis le début, mais c'est essentiel, alors au risque de me répéter, Frieren est une elfe qui a déjà vécu plus de 1000 ans. Si on estime qu'un humain en bonne santé vit environ 100 ans, ça ne représente qu'un dixième du temps de Frieren. Et puisqu'elle est quasiment immortelle, à son échelle une vie humaine pèse encore moins que ça. Pas étonnant qu'elle ait été si détachée. Quand tout autour de vous disparaît plus vite que vous ne clignez des yeux, vous cessez de vous investir. Pas par cruauté, mais par instinct de survie. Imaginez si nous nous laissions bouleverser par la disparition de chaque papillon, de chaque insecte. Comment aller de l'avant sans se préserver un minimum? C'est ce que Frieren est contrainte de faire. Même son nom est marqué par ce fardeau. Frieren. Ça signifie gelée. Au début du récit, Frieren est exactement cela. Une magicienne figée dans le temps, incapable de ressentir la chaleur des instants qu'elle traverse. En adoptant son point de vue, l'œuvre nous impose d'emblée cette vision, à travers ces ellipses vertigineuses. 10 ans, 20 ans, 50 ans, une vie entière balayée en 2 pages. Pour la magicienne, ces années ne comptent pas. Mais progressivement, les ellipses se raréfient. Le rythme ralentit, pour donner plus d'espace aux scénettes du quotidien. Et ça, c'est dû à la présence de ses nouveaux compagnons de route. À commencer par Fern, une orpheline recueillie par le prêtre Eiter, ancien camarade de Frieren. Mais Eiter a déjà bien forcé sur la boisson, et il n'est plus tout frais. Il n'y a pas de doute quant au fait que son nom figure déjà sur la liste de la grande faucheuse. Fern l'a bien compris. Déterminée à s'assurer que son bienfaiteur puisse quitter ce monde sans regret, elle s'échine à devenir une mage capable de se défendre seule, malgré son jeune âge. Devenue une jeune femme, Fern garde la tête solidement ancrée sur les épaules. C'est elle qui lève Frieren le matin et s'assure que Starkeye se couche tôt.
Stark, qui partage d'ailleurs un point commun avec elle, lui aussi orphelin, a été recueilli par le dernier membre du groupe d'Himmel, le guerrier nain Aizen. Si Stark n'est pas contraint par le temps comme Fern, il a ses propres démons à affronter, constamment rabaissé par les guerriers au milieu desquels il est né, à l'exception de son frère aîné. Stark souffre d'un sévère manque de confiance en lui. Capable de vaincre un dragon à lui seul, le jeune homme recèle pourtant toutes les qualités qui font les grands guerriers, au point d'effrayer son propre maître, qui lui laissa une cicatrice dans un malencontreux réflexe. Stark, au-delà d'être un guerrier talentueux, est la preuve vivante que le temps laisse des marques, une cicatrice, des doutes, de l'insécurité. Pendant que Fern vit dans l'urgence et l'anticipation, Stark est marqué par le poids du passé. À ce joyeux trio vient s'ajouter Zane, un adulte un peu blasé, qui a déjà renoncé à ses rêves, pas par lâcheté, mais par loyauté envers son frère. Un frère qui, suite au décès de leurs parents, a renoncé à un avenir brillant pour rester à ses côtés. Pour le soutenir à son tour, Zane a endossé le rôle de prêtre du village, loin de ses fantasmes d'aventure. Il a laissé le temps lui échapper, et les regrets le rongent désormais. Exploitant cette faille, le trio parvient à le convaincre de les rejoindre. Zane endosse alors le rôle du grand frère, celui qui aiguille ses cadets, celui qui discrètement influence aussi Frieren. Parce que, malgré ses 1000 ans, Frieren peut se montrer d'une immaturité déconcertante. Elle joue l'enfant gâté avec Fern, reproduit les mêmes erreurs en boucle, boude, râle, s'entête. Ce décalage entre son âge et son comportement n'est pas qu'un simple ressort comique. C'est le symptôme d'une vie passée à travers le temps, sans jamais le ressentir vraiment. Vivre longtemps ne rend pas sage. La sagesse s'acquiert dans les petites choses, dans l'attention portée aux autres, dans ces moments que Frieren a trop longtemps balayés d'un revers de main. Les autres elfes le confirment. Kraft, le premier rencontré par le groupe, est bien plus vieux que Frieren, et ça se voit. Son corps massif et ses traits mûrs ne dégagent pas franchement la même aura que notre héroïne. Quand Stark frôle l'hypothermie, c'est lui qui intervient, sans distance, sans calcul, là où Frieren se contente de le balloter comme un sac à patates. Le temps altère aussi les elfes, mais avec une lenteur qui dépasse l'entendement humain. Ce qui veut dire que Frieren, du haut de ses 1000 ans, est encore jeune. Émotionnellement parlant, elle n'a pas fini de grandir, tout comme Serrier. Pourtant elle aussi plus âgée, elle est même la mentor de sa mentor. Son pouvoir est immense, c'est très juvénile. Serrier nourrit une obsession malsaine pour la puissance, et dénigre volontiers toute magie inutile en combat. De prime abord, elle est plus froide que la glace. Pourtant, elle se souvient parfaitement du nom de chaque disciple qu'elle a formé sur un coup de tête, de leur visage, de leur sort préféré. Elle dit n'avoir jamais regretté les avoir pris sous son aile, sans savoir pourquoi. Les émotions sont là, mais elle ne sait pas quoi en faire. Exactement comme la Frieren d'autrefois. Et si la Frieren d'aujourd'hui est capable de le percevoir, c'est bien que le temps altère les elfes. Lentement, imperceptiblement, Frieren change. Les présences de Fern, Stark et Zane l'obligent à ralentir, à observer, à veiller, à s'attacher, à assumer une forme de responsabilité qu'elle a trop longtemps ignorée. Elle apprend à vivre l'instant, mais plus Frieren apprend à s'attacher, plus elle devient vulnérable. Car aimer des êtres éphémères, c'est accepter de les voir disparaître. Encore, et encore, et encore. Le plus grand ennemi de Frieren n'est finalement ni un démon ni un roi maléfique, mais une force intangible, capable d'abîmer, d'emporter et d'effacer même les plus valeureux héros. Le temps. Et chaque lien qu'elle tisse le rend plus dangereux. Mais Frieren n'est pas du genre à se rendre sans combattre. Elle résiste. Pas avec une épée, ni même avec un sort surpuissant, mais avec quelque chose de beaucoup plus fragile, la mémoire. Prenons un détail en apparence anodin, un détail que vous avez peut-être trouvé charmant ou amusant, sans y voir davantage. Frieren collectionne les sorts insolites, des sorts qui produisent de la glace pilée, d'autres qui retirent les taches des vêtements, d'autres encore qui suppriment la rouille des statues. Des sorts inoffensifs, et qu'elle traque pourtant avec obstination. Pourquoi ? On pourrait hausser les épaules, un caprice d'elfe excentrique, un trait de caractère pittoresque. Mais regardez de plus près. Chaque sort inutile a une histoire, une personne qui l'a créé, une intention derrière son existence. Quelqu'un qui a voulu un jour rendre hommage aux légendes éteintes. Ces sorts sont des fossiles, les empreintes de gens qui ont existé, rêvé, puis disparu, et dont personne ne se souvient plus. En les collectant, Frieren ne joue pas, elle préserve, elle refuse que ses petites vies s'effacent totalement. Cette passion, Frieren la tient de flammer. Sa mentor lui avait confié son sort préféré, celui qui crée un parterre de fleurs. Un sort appris de ses parents, le sort qui lui a fait aimer la magie. Inutile en combat, idéal pour rapprocher les cœurs. Frieren l'a compris, chaque sort a son utilité. Et ceux-là sont des ponts, destinés à combler le vide entre les êtres. C'est cette magie qui opérait lorsque Frieren utilisait pour la première fois le sort de sa professeure, devant Himmel encore enfant. C'est ce qui se produisait chaque fois qu'elle remplissait le bol d'Aether de glace pilée. Et c'est encore ce qui se produit lorsqu'elle fait goûter à Fern des raisins sucrés devenus acides. Flammé au fil du temps est devenue une figure de conte. Une légende abstraite dont on ne sait même plus si elle a réellement existé. Et Frieren est l'une des 2 seules personnes à se souvenir de son visage, à savoir qu'elle a réellement été là. Les journaux de Flammé pullulent, tous faux, tous déformant le mythe. Frieren les collecte, sans doute pas pour s'en servir, probablement pas pour confronter les usurpateurs, mais pour laver la légende, pour rappeler que Flammé n'était pas qu'un personnage de conte.
Mais Flammé ne s'est pas contenté d'attendre que l'on daigne se souvenir d'elle. Des siècles avant que Friren ne remette les pieds dans la région, Flammé lui avait indiqué un point de repère. Un arbrisseau protégé par sa magie. Un arbre devenu millénaire, gardien du seul véritable journal. L'ouvrage est ouvert à une page bien précise. Alors qu'elle en découvre les lignes, Friren comprend que même enterré depuis des siècles, Flammé continue de l'accompagner. L'archimage savait que tôt ou tard, son élève chercherait à comprendre le cœur des hommes, et lui a indiqué la direction, avant même que l'elfe n'en ait conscience. De son vivant, Himmel a lui aussi mis sa pierre à l'édifice, parce qu'il savait que Friren continuerait de marcher longtemps après lui, qu'elle traverserait ces mêmes lieux dans 10 ans, 50 ans, et bien davantage. Alors il a semé des pierres à son image, le sourire aux lèvres, la pose triomphante, figée dans la gloire. Pas pour la postérité, pas seulement par narcissisme, mais pour elle. C'est un message, un clin d'œil adressé à son ami éternel, une invitation subtile à se souvenir, un rappel aussi, que même s'il ne marche plus à ses côtés, il demeure auprès d'elle. Soso no Frieren est une œuvre sur le deuil, sur la solitude, sur la distance entre les êtres. Mais c'est aussi et surtout une œuvre sur l'acharnement de ceux qui refusent d'oublier. Chaque sort emmagasiné, chaque statue contemplée, chaque grimoire collecté, chaque leçon transmise sont autant de petites batailles livrées contre l'effacement. Des batailles que personne ne voit, que personne ne célèbre, qui ne figurent dans aucune épopée, mais qui silencieusement font que les disparus continuent de résister au temps. Le temps. Friren en a une infinité devant elle. Vous et moi n'aurons pas ce luxe. Pourtant, combien de fois avez-vous remis à plus tard des mots importants? Combien de fois avez-vous repoussé vos ambitions parce que le moment ne semblait pas tout à fait juste? Combien de petits bonheurs avez-vous ignorés sous prétexte que vous aviez mieux à faire? Nous ne sommes pas des elfes. Pourtant, nous vivons comme si notre temps était infini. Nous oublions volontiers qu'à tout instant, tout peut prendre fin. Une mauvaise nouvelle, un accident, un matin qui ressemble à tous les autres et qui s'avère être le dernier. Nous le savons, mais nous vivons comme si cela ne nous concernait pas. Comme si l'échéance ne s'appliquait qu'aux autres, aux gens dans les journaux, aux inconnus. Surtout pas à nous, pas maintenant. C'est ce que Friren a fait avec Himmel. Elle savait qu'il vieillirait, elle savait qu'il mourrait. Elle n'a juste pas cru que ça arriverait si vite. Si Friren s'est remise en marche, ce n'est pas pour sauver le monde. Pas non plus pour devenir plus puissante. Elle marche pour revenir sur ses pas, pour retrouver les lieux qu'elle a traversés sans les voir, pour apprendre enfin à poser les yeux sur ce qu'elle a regardé sans jamais observer. Et au détour de son voyage, elle découvre quelque chose d'étrange. Les plus beaux moments ne sont pas les plus glorieux. Ce ne sont pas ceux que l'on narre dans les livres d'histoire. Ce sont les repas partagés au milieu d'une tempête, les prises de bec autour d'un cadeau d'anniversaire, les instants où on se pose pour contempler les nuages. Des petits riens qui avec le recul prennent tout leur sens. C'est ce que le voyage de Friren lui enseigne, ce qu'elle nous enseigne aussi au passage. Parce que Soso no Frieren est une invitation, douce, presque timide, à regarder ce qui est là maintenant, avant que ça ne devienne un souvenir. Le temps est un antagoniste silencieux. Il ne rugit pas, n'attaque pas. Pendant que vous ambitionnez, planifiez, remettez à demain, il passe simplement. Friren l'a compris trop tard. Vous, peut-être pas encore. Alors la prochaine fois qu'un papillon vous frôle dans un battement d'ailes, regardez. Regardez vraiment, pas plus tard, maintenant.